Cours 19, extrait de Physique-Chimie TSTI 2D aux éditions Delagrave sur le transport et la distribution d'énergie électrique, le rôle du transformateur et les dispositifs de protection contre les risques du courant électrique pour les individus et pour le matériel. Quelques rappels. Quand un courant circule dans un conducteur ohmique, c'est-à-dire une résistance R, mais un fil peut-être est un conducteur ohmique de faible résistance, alors la puissance dissipée est proportionnelle au carré de l'intensité du courant. On peut démontrer ceci tout simplement parce que P égale U fois I. Or, pour un conducteur ohmique, on a U qui est égal à R fois I. Donc si je remplace ce U dans l'expression précédente, j'arrive à cette expression, la puissance par effet joule est égale à la résistance fois l'intensité au carré. La résistance étant exprimée en ohms, l'intensité en ampères et la puissance en watts. L'électricité distribuée en France est distribuée sous une forme de tension alternative périodique sinusoïdale, de période T 50 millisecondes, ce qui nous donne une fréquence F de 50 Hz. La tension Umax vaut environ 311 volts et descend jusqu'à moins 311 volts, ce qui fait une tension efficace, puisque la tension efficace est reliée à la tension max par cette relation. Donc quand on fait 311 divisé par racine de 2, on retrouve la valeur de 230 volts qui est connue, mais ça n'est pas du tout une tension max, c'est une tension efficace. Alors pour une charge de facteur de puissance K égale cos phi inférieur à 1, la puissance apparente S qu'on obtient en faisant tension efficace fois intensité efficace, en fait c'est la puissance maximale qui pourrait être consommée avec cette tension efficace et cette intensité efficace si la charge en question était une résistance. Dans ce cas, K est égal à 1. Puisque pour trouver la puissance consommée réellement par le dispositif, on retrouve ici donc la puissance efficace qui va nous donner la puissance tension efficace fois intensité efficace, mais on voit qu'il faut la multiplier par un terme qui est le cosinus du déphasage, le déphasage en radians, et le cos phi se nomme aussi donc K, ceci se nomme aussi F, d'où la formule P égale K fois S. Alors, transport et distribution d'énergie électrique, on vient de le rappeler, donc c'est du monophasé, donc une seule phase, ça veut dire qu'en gros, on a une seule courbe de tension, des tensions, certaines installations sont triphasées, et ça veut dire qu'on aurait une autre tension et une autre tension qui seraient décalées dans le temps, mais ça c'est pour des installations électriques plus complexes. Pour des installations électriques plus simples, c'est une distribution en monophasé, 230 volts, 50 Hz, comme on vient de dire. L'électricité est produite dans des centrales et transportée sous très haute tension avant d'être distribuée, puisque l'intensité du courant qui circule dans les fils ici, l'intensité en ampères, eh bien elle provoque des pertes par effet joule, parce que ces fils très très longs se comportent exactement comme des résistances, comme des conducteurs ohmiques. Donc la puissance dissipée dans les lions de tension, c'est R carré, et bien sûr on veut minimiser cette puissance dissipée. Donc deux façons de minimiser. Première façon, avoir une résistance la plus faible possible. Donc ça se fait avec des gros fils, une grosse section. Ça se fait avec des conducteurs, des métaux qui sont les plus conducteurs possibles. Mais tout ça a des limites. Et la meilleure façon de limiter les pertes, c'est d'avoir une intensité faible. Oui, mais on veut distribuer de la puissance, on veut distribuer de l'énergie. Donc pour distribuer une même puissance P égale U fois I, on peut avoir une tension élevée et un courant faible. Si j'élève la puissance, si j'ai une tension qui a été élevée 100 fois, eh bien je vais pouvoir avoir une intensité divisée par 10 et ça va me donner exactement la même puissance. Donc plus la tension est élevée, plus le courant sera faible et donc plus les pertes par effet joule seront limitées. Alors comment est-ce qu'on fait pour élever ou baisser la tension, pour transporter le courant à très haute tension sur les lignes et bien sûr à baisser la tension à proximité de l'utilisateur, puisqu'il serait hors de question de distribuer l'énergie électrique sous une tension de 400 000 volts comme les lignes à très haute tension. Alors pour ça, on utilise des transformateurs qui sont situés à différents endroits
réseau de distribution de l'énergie électrique. Et ces transformateurs permettent de modifier les valeurs de tension et de courant délivrées par une source d'énergie en un système de tension et courant de valeurs différentes, mais de même fréquence et de même forme. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Bon, alors si ça c'est ma tension alternative périodique sinusoïdale 50 Hz, donc au cours du temps, et voici la tension, eh bien un transformateur va me permettre par exemple d'abaisser la tension, comme ceci, voilà. Ça serait un transformateur abaisseur de tension, mais je peux avoir un transformateur éleveur de tension qui m'augmente la tension comme ça. Mais vous voyez bien qu'on a gardé la même forme et donc aussi la même période et la même fréquence à la sortie du transformateur par rapport à l'entrée. Alors, pour un transformateur, on a une relation fondamentale qui est le rapport de transformation M, qui est le rapport des tensions. Par exemple, si la tension en sortie est 2 fois plus grande, ben, le rapport de transformation c'est de 2. Ça va me donner le rapport inverse des intensités. Ça veut dire que si la tension est 2 fois plus grande, ben, l'intensité sera 2 fois plus petite. Et ceci, c'est aussi le rapport du nombre de tours qu'il y a sur l'enroulement primaire. Donc en fait, un transformateur, c'est des bobines. Voilà, un fil qui passe ici, puis une autre bobine qui fait le tour ici. Voilà. Et alors, pour rentrer très succinctement dans le détail de fonctionnement, si j'ai une tension alternative sinusoïdale qui passe dans une bobine, eh bien cette bobine va créer un flux magnétique variable. En gros, tout se passe comme si cette bobine-là se comportait comme un aimant nord-sud qui tournait sur lui-même. En gros, il fait un champ magnétique variable. Mais un champ magnétique variable mis à proximité d'une autre bobine va créer une tension ici, donc c'est le principe de l'alternateur, une tension alternative sinusoïdale, et qui dépend de la vitesse de rotation de l'aimant. En fait, la tension à l'entrée crée un champ magnétique variable au cours du temps, ici, qui est canalisé par le noyau en fer et qui est reçu par la bobine secondaire qui, elle, voit passer un champ magnétique variable et donc tout se passe comme si j'avais un aimant qui tournait à proximité d'elle et il se crée une tension. Alors on pourrait dire qu'on part d'une tension, qu'on arrive à une tension, que ça ne sert à rien, mais en fait ce n'est pas le cas parce que le rapport des tensions va dépendre du nombre de tours et du rapport du nombre de tours des deux enroulements primaires et secondaires, c'est ce qui est indiqué ici. Le transformateur va donc avoir trois rôles possibles. Un premier rôle d'élévateur de tension. Alors c'est ce qu'on va avoir quand on part de la centrale électrique où on a produit sous 10 000, 20 000 volts et qu'on va augmenter énormément la tension pour la distribuer par exemple sous 400 000 volts. Et puis après on va utiliser d'autres transformateurs abaisseurs de tension avec un rapport inférieur à 1 qui permettront d'abaisser progressivement la tension jusqu'à la tension de distribution de 230 volts efficace. Il y a également un autre rôle pour le transformateur, c'est qu'on peut prendre tout à fait un transformateur dont M vaut 1, donc on pourrait penser qu'il ne sert à rien puisqu'il va créer une tension ici, enfin une tension et un courant ici, donc qui passe dans cette bobine-là, va créer ici une tension et un courant qui passe dans la deuxième bobine. Donc on a l'impression que ça ne sert à rien, mais en fait on parle d'isolement galvanique parce que le fil ici, le fil qui passe là dans l'enroulement et qui repart là, n'est pas du tout en contact avec ce fil-là. Donc on a deux circuits qui sont complètement isolés d'un point de vue électrique. Seul le champ magnétique circule à travers ici le noyau métallique, mais ça n'est pas un courant électrique. Il y a donc une isolation électrique complète entre le circuit d'entrée et le circuit de départ. Et pour certaines applications, on a besoin de cette propriété. Alors, influence du facteur de puissance sur les pertes. Alors, ça c'est simplement un petit rappel de la leçon sur les courants alternatifs et la puissance apparente. Donc la puissance absorbée par une charge est donnée par la puissance active, donc puissance égale donc UF fois IF fois cos phi. On reconnaît ici, comme on a dit tout à l'heure, la puissance apparente qu'on multiplie par le cos phi pour avoir la puissance réellement absorbée. Donc pour obtenir cette puissance, le fournisseur d'électricité doit délivrer un courant efficace IF qui est égal à UF sur cos phi.
mais il le souhaite le plus faible possible pour limiter les pertes par effet Joule. On a vu effectivement que si la tension était très élevée, si l'intensité était élevée dans les lignes de tension, ça faisait des grandes pertes par effet Joule. Eh bien, en fait, quand on a, pour faire un très bref résumé, quand on a une tension qui oscille comme ça et qu'on a une intensité qui est déphasée par rapport à la tension, c'est-à-dire qu'on a ici une courbe d'intensité, donc il faudrait faire une autre échelle ici d'intensité. Si on a une intensité dont les maxi ne se produisent pas en même temps que les maxi de tension, eh bien il existe des moments où le générateur se comporte comme enfin le récepteur, la charge se comporte comme un récepteur, c'est-à-dire ce qu'on attendait, un moteur par exemple, mais il y a un moment où elle restitue de l'énergie au réseau. Et ça, malheureusement, on va devoir compenser le fait qu'une partie du temps, l'énergie est restituée au réseau. Si on veut qu'en moyenne, on absorbe de l'énergie, hein, généralement une courbe de puissance, ça va se représenter comme ça, avec ici la puissance restituée au réseau, et ici la puissance réellement absorbée. Donc si on veut absorber une puissance en moyenne qui vaut par exemple ceci, bah, on n'a pas intérêt à avoir trop de déphasage parce que ça nous oblige à avoir une intensité forte pour compenser le fait qu'une partie du temps, eh bien, l'énergie est restituée au réseau. Donc c'est pour ça que pour distribuer une même puissance électrique qui va être facturée au consommateur, eh bien, en cas de déphasage, EDF est obligé de faire circuler un courant plus fort, donc plus de pertes par effet Joule. C'est pour ça qu'il impose, le fournisseur d'électricité impose aux installations industrielles une valeur minimale du facteur de puissance de 0,93 sous peine d'amende relativement importante. Sont concernés les industriels qui, par exemple, feraient tourner beaucoup de moteurs, puisque ces moteurs sont des charges inductives euh, qui vont, comme des bobines, qui vont créer des déphasages. Risque électrique. Alors, pour éviter qu'un appareil grille, il faut éviter les surintensités de courant qui peuvent aussi provoquer des échauffements et des incendies. Pour ça, on équipe l'installation de fusibles ou de disjoncteurs à maximum de courant. Mais ces disjoncteurs ne vont pas forcément protéger les personnes, puisque donc l'électrisation, c'est le passage du courant dans le corps humain. Si elle peut entraîner la mort, et on parle alors d'électrocution. Ce qui crée un effet, c'est en fait le fait que l'intensité du courant traverse pendant un temps suffisamment fort qui peut provoquer une paralysie respiratoire ou une fibrillation cardiaque qui peut entraîner la mort. Et on voit que la durée de l'exposition est aussi est importante. On a bien sûr l'intensité qui est importante, mais aussi la durée d'exposition. Donc l'ordre de grandeur du seuil de dangerosité, c'est de 25 volts pour une peau humide et de 50 volts pour une peau sèche. Parce que pour une peau sèche, la résistance de la peau étant plus élevée, l'intensité va être plus faible. On a toujours I égale U sur R. Donc si la peau sèche correspond à une résistance plus élevée, l'intensité est plus faible. Alors pour protéger les personnes contre les dangers de l'électricité, alors il faut utiliser un système qui est basé sur un disjoncteur différentiel et ce qu'on appelle des fils de terre. Alors, le disjoncteur différentiel va se retrouver en tête d'installation comme ceci. Et donc, on a ensuite une distinction des circuits avec des sections de fils très grosses pour les circuits qui ont besoin de grande puissance, donc de grande intensité pour éviter les échauffements. Et puis on voit ici pour les circuits d'éclairage des fils qui peuvent être beaucoup plus petits. Pour les circuits de chauffage, ça peut même être beaucoup plus gros que les fils classiques pour les prises. Et il y a donc ici des disjoncteurs différentiels de 30 mA dont on va maintenant expliquer l'utilité. Alors déjà, on a l'installation et on a ici la phase, le neutre, et il faut savoir que le neutre est relié à la Terre. En gros, la phase, c'est le fil un peu actif où on pourrait dire que les électrons sont soit poussés, soit tirés, et le neutre, c'est celui qui permet de faire la boucle au niveau de la centrale électrique. Le neutre est en fait relié à la Terre. Et le problème, c'est que quand vous avez un fil qui alimente ici le lave-linge et que quelque part sur le fil, vous avez un contact accidentel, c'est-à-dire que ici, ce qui est illustré, c'est qu'on a un fil qui a par exemple été dénudé et il arrive à toucher
la carcasse métallique. Eh bien, si une personne touche la carcasse métallique, cette personne va faire un circuit entre la phase qui vient ici, la personne, le sol, la prise de terre du neutre qui revient là. Ça, c'est une situation qui peut être très très dangereuse parce qu'on ne s'y attend pas et que ça peut provoquer une électrisation, voire une électrocution. Le moyen de régler le problème, c'est d'utiliser un disjoncteur différentiel et une prise de terre. La carcasse métallique devra à ce moment-là être reliée ici électriquement à la prise de terre, ce qui fait que, si jamais il y a ici un courant de fuite, c'est-à-dire que j'ai de l'intensité qui part là et qui aimerait partir par la personne, mais en fait ici j'ai la carcasse métallique qui elle-même est reliée à la prise de terre et comme la résistance de la prise de terre du fil de terre est très très faible, eh bien, le courant va préférentiellement partir par ici. Mais ça ne suffit pas, il pourrait toujours y avoir une électrisation accidentelle de la personne. Donc on va coupler ce fil de terre par un disjoncteur différentiel qui va sans cesse mesurer en gros l'intensité qui passe dans la phase et celle qui retourne par le neutre, à l'intensité de la phase et l'intensité du neutre ici. Normalement, tant qu'il n'y a pas de fuite, eh bien, ces deux courants doivent être strictement identiques. Et le disjoncteur différentiel ne fait rien d'autre que comparer ces deux courants. Et si jamais il y a une différence de plus de 30 mA, c'est pour ça qu'on l'appelle disjoncteur différentiel, eh bien, il va automatiquement ouvrir le circuit. Ce qui fait que s'il y a un contact accidentel entre la phase et la prise de terre, eh bien, la partie de courant, les 30 mA qui partent ici, vont manquer ici, donc on aura l'intensité dans la phase qui n'est pas la même que l'intensité dans le neutre et le disjoncteur différentiel qui va ouvrir le circuit très très rapidement avant que la situation ne devienne accidentelle pour la personne.